Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Avant de peser près de 3 milliards de dollars dans le monde, la franchise Mission Impossible, c'était surtout une adaptation de la série des années 60-70, avec un encore tout jeune mais déjà foufou Tom Cruise. Un film devenu un classique qu'on vous propose de disséquer à travers ses petits secrets et détails. Et pour commencer, nous allons nous intéresser à l'équipe de ce premier Mission Impossible. Avant que Tom Cruise ne soit amené à travailler avec Emmanuel Béard, Jean Reno et l'indéboulonnable Ving Rhames, il est membre d'une première équipe lors d'une première mission. Pour celle-ci, leur chef Jim Phelps reçoit un ordre et notamment les différents alias sous lesquels seront connus ces hommes. Dans cette scène de l'avion au début du film, si on y prête attention, on peut ainsi remarquer entre autres que le personnage de Christine Scott Thomas a comme alias Sarah Walker, ou que Tom Cruise a celui un peu ridicule de Philippe Douchette, pas forcément la super classe. Les plus attentifs auront vu également que l'alias du personnage de Emilio Estevez dans le film est Tony Barretta, un nom emprunté au personnage principal d'une autre série des années 70, Barretta. Et pour l'anecdote, Emilio Estevez apparaît dans le film pour un rôle non crédité, un petit renvoi d'ascenseur qu'il a fait à Tom Cruise, après que ce dernier soit passé faire coucou devant la caméra pour son film Young Guns, sorti quelques années plus tôt. Sympa Emilio. Et en continuant sur cette thématique des noms, les cinéphiles auront remarqué que dans la liste que Ethan pique dans la scène culte de la chambre forte, l'alias visible d'un agent est Maverick, petite référence évidemment au célèbre rôle de Tom Cruise dans Top Gun. Outre ces quelques jeux de mots et de noms, aviez-vous remarqué que la fameuse scène de l'explosion de l'aquarium du restaurant à Prague fut en fait tournée à deux endroits bien différents. Toute la partie à l'intérieur du restaurant et l'explosion de l'aquarium a été tournée dans les studios de la Paramount, alors que le plan de Ethan s'échappant dans la rue, l'eau sur ses talons, fut tourné à Prague même. Astucieux. Autre petit secret, avec les images des paysages défilant à grande vitesse lors de la scène finale de l'Eurostar, qui ne sont pas des images de notre bonne vieille France comme on pourrait le penser, mais bien de la campagne écossaise. Enfin, la franchise Mission Impossible, connue pour ses fusillades et ses chargeurs vidés, commence doucement avec ce premier épisode, puisque le film ne comporte aucune fusillade et que notre cher Ethan Hunt ne tire jamais une seule fois au pistolet. Fini les conspirations intestines et l'Europe de l'Est, Ethan Hunt s'en va crapahuter en Australie pour sauver le monde d'un virus mortel dans Mission Impossible 2. Un second opus réalisé par John Woo qui amène plus d'action et plus de colombes qui volent au ralenti, mais aussi quelques petits secrets et détails cachés. Tom Cruise se retrouve donc aux prises avec l'un de ses anciens collègues de l'équipe Mission Impossible pour empêcher un virus appelé la chimère de s'abattre sur le monde. Un virus qui n'a pas un nom anodin, puisqu'il l'emprunte à une créature hybride de la mythologie grecque, mélange de lion, de chèvre, de dragon et de serpent. Un monstre qui trouvera la mort par la main du héros nommé Bellérophon, qui se trouve être également le nom du vaccin du virus dans ce Mission Impossible 2, plutôt mal. Autre allusion au virus lors de cette scène au début du film où l'on peut voir des enfants jouer, les anglophones auront reconnu qu'ils chantent Ring Around the Roses, une chansonnette populaire à double sens, puisqu'elle évoque notamment l'épidémie de peste noire qui touchait l'Europe au XIVe siècle, faisant 25 millions de victimes. Ce qui est aussi le morbide objectif du virus dans le film. La saga Mission Impossible est connue pour les cascades impressionnantes de son interprète principal, Tom Cruise, des cascades souvent réalisées par l'acteur lui-même, comme celle de l'escalade au début du film. Mais aviez-vous remarqué que lors du combat final, le couteau qui s'arrête à quelques millimètres de l'œil de l'acteur était bien réel. Un choix fait par l'acteur-producteur pour rajouter du réalisme à ce combat. Décidément, il est fou ce Tom. Par ailleurs, ce second opus est jusqu'à présent le seul film des 5 de la série dans lequel Ethan Hunt travaille légalement pour l'agence Mission Impossible. Et oui, dans le premier film, le personnage est désavoué après avoir été pris pour une taupe. Dans le troisième film, il est également désavoué et pris pour un ennemi de l'agence. Dans Protocole Fantôme, l'organisation se retrouve fermée et l'équipe en fuite. Quand dans Rogue Nation, elle est carrément démantelée et Ethan Hunt considéré comme un agent. Autre petit détail avec notamment le boss de Tom Cruise dans le film, joué par Anthony Hopkins, et qui, comme Emilio Estevez dans le premier épisode, joue un rôle non crédité au générique. Par ailleurs, son personnage est le premier dans les 171 épisodes de la série, et après ces 2 films, à dire clairement le terme Mission Impossible. On aura également noté que le film marque le premier long métrage de cinéma pour lequel le célèbre groupe Metallica accepta d'écrire une musique, avec le titre I Disappear, ou que le personnage de Nia, incarné par Sandy Newton, est plutôt central dans l'intrigue, dit ses dernières lignes de dialogue dans cette scène, 40 minutes avant la fin du film. On se sera également aperçu que l'un des hommes de main du méchant du film n'est autre que l'acteur William Mapother, propre cousin de Tom Cruise, et que les mains qui manipulent les échantillons de la chimère ici ne sont pas celles du scientifique, mais celles de l'assistant réalisateur. Enfin, une petite erreur pour nos amis de Fort Accord, mais qu'on a soulevé quand même, et qui se retrouve sur tous les posters du film. Sur ceci, on peut voir que Tom Cruise a sa blessure au visage et sa veste en cuir, quand dans le film, il se fait blesser justement dans le combat final où il décide de tomber la veste.
Jamais 203 pour Ethan Hunt. Après avoir déjoué un complot interne et empêché la propagation d'un virus mortel, le célèbre membre de l'organisation Mission Impossible revient devant la caméra de J.J. Abrams. Un nouvel épisode avec des petits secrets et détails, et bien sûr de vrais morceaux de Tom Cruise dedans, c'est parti. Premier long métrage de J.J. Abrams, avant qu'il ne s'occupe de Star Trek et du réveil de la Force, Mission Impossible 3 est aussi pour l'anecdote le premier film le plus cher de l'histoire du cinéma, avec 150 millions de dollars de budget. Pas de pression, J.J. Et il cache de sacrés détails, comme dans cette scène où le personnage de Brownway injecte la capsule dans le crâne de Ethan en passant par le nez. En tout cas, c'est ce qu'on voudrait nous faire croire, puisque la main tenant le pistolet ici est celle de Tom Cruise. Et oui, l'acteur incarnant Brownway blessé sans le faire exprès Cruise à chaque fois qu'il enfonçait le pistolet dans sa narine. Il fut donc décidé que c'était à Ethan Hunt lui-même de tenir l'arme, après l'avoir habilement déguisé bien sûr. Plutôt malin. Le même subterfuge fut d'ailleurs utilisé un peu plus loin dans le film, quand Ethan mord la main de Musgrave sur ce plan. Une main là encore en réalité à Tom Cruise, se mordre soi-même, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour son âme. Si on a bien affaire à un opus de la série Mission Impossible, le film est aussi bien celui de J.J. Abrams, qui ne se gêne pas pour placer quelques petites références à son univers. Ainsi, la fondation Hanso, issue de la série Lost, est remerciée dans le générique de fin, quand la carte postale envoyée par l'agent Ferris à Ethan Hunt est adressée à Harry Kelvin, propre grand-père du réalisateur, qui est référencé dans quasiment tous les films d'Abrams. L'USS Kelvin de Star Trek, par exemple, c'était lui aussi. Enfin, le cinéaste passe faire un petit caméo dans son propre film, puisque ce sont ses mains qui retirent le détonateur du crâne de l'agent Ferris, juste ici. Côté caméo, le directeur de la photo Daniel Mindel joue le docteur à qui parle Julia ici, quand les assistants réalisateurs du film, Matthew Dunn et Tommy Gormley, donnèrent non pas leur tête, mais leur nom de famille, respectivement au personnage de Benji Dunn, joué par Simon Pegg, et Declan Gormley, incarné par Jonathan Rhys-Meyers. On a également pu remarquer que le lac Wanaka en Nouvelle-Zélande, lieu évoqué régulièrement dans le film, et notamment utilisé par Ethan pour vérifier l'identité de Julia, est bien réel et fut incorporé à l'histoire par Tom Cruise lui-même qui en tomba amoureux en 2003 sur le tournage du dernier Samouraï, ou enfin que dans la grande tradition de la saga Mission Impossible, Ethan Hunt se jette une nouvelle fois dans le vide, suspendu à un fil. Allume la mèche. 3 mots synonymes d'intrigue sophistiquée, de cascade à couper le souffle, au rythme d'une musique devenue culte. Pas de doute, vous avez reconnu Mission Impossible. Mais si vous connaissez sans doute très bien la franchise menée tambour battant par Tom Cruise, aviez-vous remarqué ces quelques petits détails dans Protocole Fantôme, le 4e volet de la saga? Avez-vous par exemple reconnu ce gentleman qui tend une cagoule tout sourire à Ethan Hunt? C'est l'acteur Andreas Wisniewski, plus connu pour son rôle de bad guy dans Piège de cristal, pour avoir étranglé un James Bond, mais aussi dans Mission Impossible premier du nom, dans lequel il était aussi de la bande de Max, qui obligeait déjà Ethan Hunt à porter la même cagoule. Un caméo malin et un bel hommage aux anciens de la série, tout comme Ving Rhames, qu'on revoit bien évidemment à la fin du film. On aura aussi noté que le code d'accès de l'agent spécial Hunt sur cette cabine publique est le 07362, date d'anniversaire de Tom Cruise, 3 juillet 1962, ou que la voix qui lui transmet sa mission n'est autre que celle de Teddy Newton, réalisateur du chouette court-métrage Pixar Jour-Nuit et voix du téléphone dans Toy Story 3. Autre clin d'œil, la bague de l'agent Hanaway au début du film qui porte la mention A113, dédicace du réalisateur pixarien Brad Bird à son ancienne classe de l'université d'animation Cal Arts qui a accueilli entre autres John Lasseter ou Pete Docter. Décidément loin de prendre sa retraite de Ethan Hunt, Tom Cruise est revenu en 2015 nous offrir une 5e Mission Impossible. Avec un bon paquet de clins d'œil, hommages et références, on vous propose une fois de plus d'allumer la mèche. Attention, spoiler! Pour commencer, ce 5e épisode de la franchise ne déroge pas à la règle et permet à Tom Cruise de montrer qu'il n'a pas froid aux yeux. Ainsi, en plus de s'être accroché pour de vrai à un avion en vol, Tom file lui-même ses cascades de voitures et de motos. Pour l'anecdote, son enthousiasme lui valut quand même de se blesser pas moins de 6 fois pendant le tournage. Mission Impossible étant l'adaptation ciné d'une série, ce Rogue Nation n'oublie pas d'où il vient et l'organisation criminelle du film Le Syndicat vient tout droit de la série de 1966. Ce n'est pas le seul clin d'œil aux aventures originales puisque dans le générique de début, cette image d'un Impossible Mission Force en lettres dorées sur fond noir est repris du fameux dossier via lequel les espions recevaient leur mission, quand la manière dont Ethan reçoit la sienne grâce à un vinyle reprend la méthode visible dans le tout premier épisode du show TV. En plus de rappeler les événements des précédents Mission Impossible 3 et Ghost Protocol, les fans remarqueront des références plus subtiles. Lorsqu'Ethan appelle le QG de Mission Impossible, le nom de code qu'il donne, Bravo Echo 11, et la conversation qui suit est la même que dans le premier film de
1996 après qu'il ait perdu son équipe à Prague. Et plus tard, ils auront sans doute rigolé quand Simon Pegg colle son chewing-gum sur son ordinateur, rappelant le fameux chewing-gum explosif toujours dans ce premier Mission Impossible. Dans le même genre, la clé des menottes dans cette scène est attachée à une pote de lapin, soit le nom de code de l'arme au cœur de Mission Impossible 3, quand la course-poursuite en moto rappellera avec nostalgie celle de Mission Impossible 2, de quoi ravir les fans de la saga. Les autres pourront reconnaître que le numéro 108 du coffre dans cette scène est un clin d'œil au fameux et même numéro que celui de la série Lost, qui fut également produite par la société de production Bad Robot de J.J. Abrams à l'œuvre sur ce Rogue Nation, ou que le costume que porte Tom Cruise dans la scène d'ouverture n'est pas anodin, il est identique à celui que porte Cary Grant dans la fameuse scène de l'avion du culte La mort aux trousses d'Alfred Hitchcock. Les cinéphiles auront aussi noté que le personnage d'Ilsa Faust emprunte son prénom à celui d'Ingmar Bergman dans le film culte Casablanca, un triple clin d'œil d'ailleurs puisque dans le film, Ethan Hunt localise justement la jeune femme dans la ville marocaine et que son interprète, Rebecca Ferguson, est tout comme Bergman d'origine suédoise. Ah oui, au passage, la date de naissance d'Ilsa, visible sur son profil là, est la même que Rebecca Ferguson. Enfin, le nom de la Bank of Pagulayan, Lizzie Bissy, est bien sûr faux et vient de la productrice du film Maricel Pagulayan. Et on s'est aperçu qu'Ethan aurait peut-être dû être plus attentif au début, puisque dans la scène du magasin de vinyle, on peut apercevoir le futur méchant du film assis tranquillement juste là, attendant que son plan machiavélique s'exécute. Mais ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non ?